bonne santé. Ah, non, ça bien, merci. Hein. Bon, Nasa malamu, c'est mon mingi penza, c'est mon mais autant pour ça vélo, comme vélo au lequel du putain, balamso yakini bala pour ça baya poto, baliba découvrir une zéla vélo. Peut-être il y a des Kinois qui veulent débarquer à Bruxelles. C'est une bonne nouvelle pour eux. On peut le faire à vélo. Tu as fait combien de temps au Congo? Oui, maintenant je vais t'expliquer. Et après j'ai dit, écoute, je ne vais pas faire un voyage si long pour rester juste une semaine à Kinshasa. J'ai repris mon vélo et je suis descendu jusqu'à Mwanda en vélo. Ah bon? Oui, oui, parce que j'ai dit... Oui, parce que j'ai dit... Des patates douces, par exemple. Kwanga, Taba, Makemba. On est tabac là-dessus. On met tibina taba. Papa, un allié malam ou mengi, hein. Ça. Ça battat, ça bozo, quand il moko, il roule na kid penza. C'est le Endoki, la sorcellerie. Moana Endoki. Je connais la Endoki des livres de mon enfance et tout ça, mais je ne savais pas que c'était une réalité triste au Congo et dans l'exemple, le grand problème des nouveaux mariages. Alors que les hommes n'acceptent pas toujours les enfants de la femme et que les enfants du père dans un nouveau mariage sont plus acceptés par la femme dans un nouveau mariage. Vous serez aussi obligé un jour de prier parce que le lingala, c'est comme si le lingala ça marche avec la prière. Moi j'ai déjà passé quelques nuits à Nkamba. Nkamba? Oui, le Vatican de Kimangis. C'est Kimangis, tu veux? Et j'ai trouvé un endroit très spirituel et qui donne d'inspiration aussi. Par rapport à la nourriture du Congo, qu'est-ce que tu aimes? Un fumba. Au moins, le à Bazaïr. Toi, tu dis Bazaïr. Le sauce fumba, et ça, c'est mon plat préféré. Avec. Moi, je prépare le kwanga. Mon ami ici, il préfère le foufou. Mais lui, il est toi, tu es du Katanga. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo.tv. Bonjour vous tous qui nous regardez partout à travers le monde. Dag Alemal Yuli Date Onskek. Nous sommes ici, Tozali Awa, je peux aussi parler lingala avec Yeron. Comme vous voyez vous-même avec Yeron et notre bien-aimé Jean-Guillaume. Jean-Guillaume et Yeron. Mbote Yeron. Mbote papa. Ozamalamu. Naza Penza Malamu, nous sommes à Bruxelles. À Bruxelles, c'est multiracial. Bruxelles, c'est multiculturel. Bruxelles, les langues, c'est croisent. Il y a les flamands, il y a le néerlandais, il y a le lingala. Bonjour. Mbote. Mbote. Et ça, c'est mon mingi. Mais, où est le lingala? Ah, moqué, hein, papa. Je suis sur la route, ça m'intéresse. Pour apprendre ce langue, parce que chaque langue c'est une porte d'accès et tout le monde sait que les Belges et les Congolais ils ont une histoire commune et c'est pour mieux ouvrir cette porte, j'aimerais apprendre le lingala, mais moqué. Hein. Donc Yeroul aimerait bien apprendre le lingala, mais moqué. Mais pourquoi tu veux à tout prix apprendre le lingala? Pour nani au lingala? Ah, mais ici, nous sommes par exemple dans une centre socioculturel
Oui, c'est pour améliorer les contacts entre les communautés subsahariennes et les communautés belges. Et chaque langue, c'est une porte d'accès vers un peuple, vers une culture. Et tout le monde sait qu'il y a une longue histoire commune entre le peuple congolais et les Belges. Hein? Et parce que moi, je travaille presque chaque jour avec la communauté congolaise de diaspora ici en Belgique, et ça peut faciliter mon travail aussi. Et à long terme, on aimerait ouvrir aussi un centre à Kinshasa. Et oui, quand tu es stationné là-bas, il faut parler la langue du peuple, hein, du genre local. C'est une manière pour montrer de respect et d'intérêt. Ouais. Ça c'est bon, je vais revenir ici chez notre collègue. Et vous, comment vous avez appris le lingala? Moi, je suis en cours d'apprendre le lingala. La lingala. Alors, j'apprends le lingala depuis 2 mois. Nazolobaka moke moke. Ozakoloba moke moke. Nazolobaka moke moke. J'aime bien la langue, c'est très structuré. Je suis photographe, j'aime bien aller sur le terrain et parler avec les gens, interviewer les gens. Et je trouve que on doit apprendre la langue pour avoir le contact avec les gens sur le terrain. Parce que sans l'échange culturel, je trouve que mon œuvre d'artiste n'a aucune valeur. Et oza koyekola lingala ngo wapi? Wapi oza koyekola lingala? Wapi nazo yekola lingala nakumba. La kumba. Bali ko na biso est-ce que yero la signalité so yo mo yebi do la kumba ndozo tu vas pas lingala ici à Kumba. Ici à Kumba. Oui. Et ça ba jour lune. Ah? Ba jour lune mi colonie. Parce que je mélange français lingala mi colonie. Nakolo. Mercredi et vendredi. Je fais les cours. J'ai 2h30, 5 heures par semaine de cours privés pour apprendre le lingala. Verbin ou maîtrise verbin? Je maîtrise un tout petit peu, mais c'est surtout... Le verbe eten, couler à manger. Manger. Moi, ik. Engai. Nazolia. Allez. Yo. Ozolia. Bango. Bango. Bazolia. Vous. Vous. Bino. Bozolia. Bozolia. Non, c'est la bande qui passe beaucoup plus. Applaudissez pour notre bien-aimé qui parle lingala. Il y a plein de gens cherche à apprendre aussi le néerlandais. Il y a le flamand. Aux Amanamo, exprès que Nederlands, ik probeer Nederlands te spreken. Nu, mais bonio, bonne santé. Ah, ça bien, merci. Hein. Nasa manamu, c'est mon mingi penza, c'est mon mingi, mais autant pour ça vélo, Kobanda Bruxelles, t'es Kinshasa. Oui, mais ça c'est déjà, c'était en 2008. Hein. La Tunio, comment ça s'est passé? C'est un voyage de 9 mois et demi pour arriver là. Au long de Bruxelles, là, ok, t'es qui na vélo? Oui, c'est ça. Parce que j'aime voyager avec les vélos, parce que tu passes partout et tu vois tout, tu vois. Tu passes au petit village, tu arrêtes, tu dors là, tu partages tes idées, eux ils partagent leurs idées.
avec les chefs des villages, tu regardes les étoiles et tu fais de philosophie. Hein. Et tu vois c'est une autre approche aussi pour le peuple. Tu vois, quand il voit un blanc, en général c'est avec un grand 4x4 ou il travaille pour des grandes entreprises ou pour des ONG. Et ça c'est notre manière. L'église, oui, voilà. Et ça c'est notre manière de découvrir un blanc qui fait aussi très simple le voyage. Et moi, j'ai besoin, eux, surtout, pour survivre, pour rester en vie, pour m'aider. Et normalement, la position est peu différente. Mais les gens se posent des questions. Je crois, là où vous êtes, vous vous posez des questions. Comment Yeroul a pu faire pour arriver à Kinshasa à vélo dehors. Tu as fait Matongé Bruxelles, jusqu'à Matongé Kinshasa à vélo. C'était comme ça, c'était comment tu as dit que Awa, ils ont un avion. Bissomoro Tokendara, kin avion. Nous, on prend l'avion, soit bateau, mais toi, c'était comment vélo au leki du putain, balamso kin, balaposa bayapoto, baliba découvrir une zéla vélo. Peut-être il y a des Kinois qui veulent débarquer à Bruxelles. C'est une bonne nouvelle pour eux. On peut le faire à vélo. C'était comment? Bah, je vais te dire, l'expliquer. Bien sûr, oui, l'itinéraire par exemple. Hein, bah, c'est simple, quand tu pars hein, de la Belgique, tu quittes, il faut toujours aller au sud. À la fin, tu arrives à Kinshasa. Donc le premier pays on rencontre, c'est France. C'est la France. La France, oui. Espagne. Okay. Espagne. Après, tu arrives à la Méditerranée, bien sûr, pour traverser, tu prends le bac. Hein. Après, c'était Maroc. Tu traverses par le bateau jusqu'au Maroc, oui. Tanger, hein, c'est le premier port. Après, Sahara occidental, la Mauritanie. Donc, il faut traverser le Sahara. Et tu as quoi? Tu as de l'eau? Bien sûr, c'est un vélo qui est un peu équipé pour des voyages comme ça. Et il y a des Bédouins, les gens qui gèrent des chameaux et tout ça, avec les tontes et tout ça. Et ils ont m'aidé aussi beaucoup. Hein. Ils donnent à manger, ils donnent à boire. Et comme ça, tu peux continuer 2-3 jours. Tu descends à vélo? Tu descends, tu dors chez eux dans les tentes. Après le Sahara, après le désert? Après, oui, à côté, il y a une route, hein. C'est financé par la communauté européenne. Et chaque jour, il y a des grandes machines pour libérer le sable de la route, parce qu'autrement, je crois, la route est disparue après une semaine. Donc, ça, c'était... Donc, tu as fait une semaine dans le désert, le grand désert, une semaine? Ouais, tu dois faire les calculs, hein. C'est 3-4 000 km, je crois, c'est plus d'une semaine. Ouais. Une semaine. Et après le désert, c'est quel pays tu arrives? Tu arrives en Mauritanie, ça, c'est les frontières. Hein. Et après... Quand tu traverses le fleuve Sénégal, tu arrives aux savanes. C'est tout à coup fini avec le désert, c'est les savanes. Maintenant, c'est Zamba. Ouais. Sénégal, le Gambia, le Guinée-Conakry, le Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Congo-Brazza. Oh non, Gabon, j'ai oublié. Gabon, Congo-Brazza, et maintenant nous sommes presque là. Après, à la fin. Au fleuve, au Kétékin. C'est ça. Bozo Gabilo Moko Pizza, aux micro et pasteur Bobo, tout le monde Bobo, ma question est mais pasteur Bobo, tu fais comment pour nous faire sortir des histoires extraordinaires? Mais nous sommes à Bruxelles. À Bruxelles, on ne parle pas derrière les dos d'un blanc en lingala. Si tu le fais, Keba, ça peut être Yeroul, Azoyo Kayo, ou mon frère ici, il t'écoute. Donc, il faut faire très attention à Bruxelles quand tu parles lingala. Keba. Donc, mais, tu veux les visas? Comment? Les visas. Ah, les visas, oui. Pour ces pays-là. Par exemple, au début, je pensais que je vais appeler pour chaque visa ici à Bruxelles. Hein, parce que, oui. Mais ça, c'était impossible parce qu'ils demandent plus ou moins la date d'entrée. Et moi, tu pars, tu sais rien. Je ne savais pas. Est-ce que ça va me prendre 1 an et demi, 6 mois? Tu ne sais pas d'avant. Quand il y a malchance, tu peux tomber malade, tu peux des pannes mécaniques. Hein, comme ça, tu es bloqué. Donc, c'était impossible d'appeler tous les visas en avant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'arrive, par exemple, à Ouagadougou, hein, j'appelle pour le visa pour Ghana.
quand tu arrives à Ghana, à Accra, tu appelles le visa pour Cameroun, pour Nigeria, par exemple. Hein? Là, tu as le contact avec l'ambassade de Belgique. Non, directement avec eux. Voilà. Vous qui êtes au Congo, vous qui voulez arriver en Europe, vous qui êtes en Afrique, vous suivez l'émission, mais sachez que c'est aussi très difficile encore parce qu'ici, il faut prendre beaucoup de visas. Beaucoup de visas, ce n'est pas facile. On va revenir chez Yeroul, maintenant on revient encore ici. Au Sokenda Congo, tu as déjà été au Congo? J'étais en juin et juillet, j'ai été à Lubumbashi pour la fédération des ONG de flamandes. L'ONG s'appelle 11-11-11. J'ai fait un travail sur la relation entre les activités minières à Katonga et le rapport avec les paysans. Alors j'ai interviewé des paysans délocalisés à Katonga et que ça signifie pour eux la délocalisation, comment les activités minières ont changé leur vie quotidienne. Là, tu es d'abord passé par Kin? Non. Ou directement Lubumbashi? Je suis pas allé en vélo, mais j'ai pris l'avion jusqu'à Addis Abeba. Et après jusqu'à Lubumbashi. C'était le moins cher pour y arriver, mais maintenant cette ligne n'existe plus. On est arrivé là-bas, un ami à moi travaillait là-bas pour le barreau de Lubumbashi. Alors j'ai logé avec lui et on a fait la mission d'une semaine ensemble. On a été à Likasi, on a été à Fungurume et encore plus loin entre Kolwezi et Fungarume qui est maintenant une grande ville. Parce qu'à l'époque c'était tout petit, mais c'est développé. Là, tu as visité la Gécamine et tout? J'ai pas visité la Gécamine parce que j'avais plein d'opportunités de rendre une visite aux creuseurs, aux grands mines et tout ça, mais mon but c'était vraiment de parler avec les gens sur le terrain et de voir leur opinion. Moi, j'étais pas très intéressé d'en faire des photos des grands mines et tout ça. Je savais si je ferais des photos des creuseurs dans leurs mines et dans les grands sites minières, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent, mais ma mission était vraiment de parler avec les gens et j'étais intéressé par rapport à ça. Je rappelle que vous êtes photographe professionnel. Je suis photographe professionnel. Les photos qu'on voit ici au centre culturel, c'est vous? Oui. Alors, il y a quelques photos que j'ai prises de ma collection que j'ai fait pour l'ONG 11-11-11. Mais ici, je parle surtout d'une histoire sur les enfants sorciers. Parce que quand j'étais à Lubumbashi, j'ai travaillé avec les frères Salésians. Et avec une organisation qui s'appelle Mutoto ASBL. Et pour eux, j'ai photographié, j'ai fait des interviews avec les enfants sorciers dans une maison des vagabonds à Lubumbashi. Et ici, avec cette exposition, je vais faire une sensibilisation des gens autour du thème des enfants sorciers parce que c'est quand même encore un problème qui est méconnu en Europe, internationalement, mais qui est un gros problème au Congo. On va revenir sur les enfants sorciers au Congo. Tu vas essayer de nous expliquer pourquoi on les appelle les enfants sorciers. On te suit vraiment, les gens sont là. Mais si tu peux de temps à autre parler lingala aussi, c'est permis, parler lingala ou un petit mot en néerlandais, c'est pas... Il y a aussi beaucoup de Congolais qui parlent néerlandais en Hollande, en Flandre, en Belgique aussi. Il y a quand même. Et anglais aussi tu peux parce que beaucoup de Congolais aux États-Unis, en Angleterre. Arabe aussi. Tu parles arabe? Oui.
Choukrilila. On revient encore ici. Tu peux aussi parler arabe. Il y a beaucoup de Congolais aussi au Maroc et Tunisie. On revient ici. Au commune à Kin, dans mon côté à Kin, sentiment quand tu arrives à Kin, c'était comment? Votre sentiment à Kin, vous débarquez avec votre vélo? Bah, c'est un peu double parce que on dit toujours être sur la route, c'est plus beau que l'arrivée. Mais dans ce cas, et après une mission de 9 mois et demi, chaque jour toute seule, j'étais content de revoir quelques amis. L'accueil était chaleureux, le peuple était là, la presse était là, l'ambassade belge était là. Nous avons organisé une conférence et un petit verre d'amitié, des amuse-bouches. Donc oui, c'était bon, finalement, j'étais content de mon exploit. Mais à l'autre côté, c'est un petit peu dommage aussi que c'était fini. Tu vois? Parce que la vie est belle et simple sur la route. Il faut juste avancer un peu, chercher à manger, chercher un endroit à dormir. Et chaque jour, une nouvelle aventure se ouvre pour toi. Et on vous suit vraiment dans les maisons. Est-ce que aussi au Sala Tour de France, on se participe à la Tour de France? Bah écoute, quand j'étais jeune, j'ai fait le cyclisme en compétition. Mais tout le monde connaît un peu les problématiques de dopage et tout ça. Et à cette époque, je crois, le cyclisme était vraiment contaminé. Donc, je crois que j'ai fait ma dernière course en compétition à l'âge de 18 ans. Après, je suis arrivé à Bruxelles, j'étais étudiant et les disciplines n'étaient plus là. J'ai aimé la bonne vie des étudiants dans les bars et tout ça. Et ma carrière sportive comme cycliste, c'était fini. Mais récréatif, oui. Et pour le moment, j'ai 37 ans. C'est trop tard pour encore arriver à un certain niveau pour participer au Tour de France. Donc ça, je laisse aux jeunes. Et voilà. Mais la raison le plus important était la continuation du cyclisme. Ouais. Et à qui tu as fait combien de temps? Comment? On sait qui va bâcher combien? Bah, je vais te dire une chose, Ndeko Nangaye. Je suis arrivé par Brazza. Donc j'ai croisé le fleuve et 14 km plus loin, j'étais déjà à Matong et Kinshasa, la commune de Kalamou. Le bourgmestre était là aussi, Monsieur Kadima. Et c'était ma vie, 9 mois et demi. Comme j'ai dit, réveiller, prendre le vélo, découvrir le paysage, le peuple, chercher un endroit pour dormir. Et j'ai dit, mais écoute, j'ai pas... L'hôtel peut réserver, tu n'avais pas réservé l'hôtel? Oui. Comment? Tu n'avais pas réservé l'hôtel, tu arrives, tu commences à chercher? Oui, non, c'était arrangé. Quand je suis arrivé avec le bateau, l'RTNC était déjà là, les autres chaînes, ils ont suivi les derniers 14 km jusqu'à l'arrivée à place communale, maison communale de tout le monde applaudit ce Malongué. Oui, je crois, oui. Oui, mais quand il dit tout le temps Mundele, moi je réponds avec Moyindo. Oui, c'est ça. Et de temps en temps, mes frères congolais, ils sont étonnés. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il m'appelle maintenant? Et après, il comprend. C'est exact le même qu'il fait avec moi, tu vois. Et nous, en général, on n'aime pas trop quand on appelle tout le temps Mundele. Tu vois, c'est le même que vous êtes en Belgique et tu es sur la route et tout le monde dit, ah, le noir. Je trouve, je sais pas, ça me dérange pas vraiment. Oui, ici aussi, à l'époque c'était comme ça. Maintenant, comme il y a beaucoup de noirs, donc, mais... au Congo aussi, il n'y a pas beaucoup de blancs, peut-être ils voient. D'accord, et je suis au courant, à l'époque c'était aussi comme ça. Donc, mais il ne faut pas prendre mal que je réponds avec Moyindo alors. Mais quand tu réponds Moyindo, ça fait bien, ça fait humour. Oui, les gens commencent à y rigoler et comme ça, l'approche est mieux, tu vois. L'humour, c'est une arme au Congo aussi. Et tu as fait combien de temps au Congo? Oui, maintenant je vais t'expliquer. Et après, j'ai dit, écoute, je ne vais pas faire un voyage si long pour rester juste une semaine à Kinshasa. J'ai repris mon vélo et je suis descendu jusqu'à Mwanda en vélo. Ah bon? Oui, parce que j'ai dit... Oui, parce que j'ai dit... J'ai dit, après 9 mois et demi, ok, c'est bien, la destination finale était là. Mais j'ai eu vraiment envie de découvrir plus de Congo même. Parce que c'est ça. Tu as vu la carte?
comme tout le monde qui se respecte. Et moi j'ai dit ça. La carte, avec ta carte, au cas et j'ai une amie qui habite à Kimpese. Il a grandi là. Maman congolaise, père belge flamand. Il est arrivé en Belgique à 18 ans pour faire ses études ici. C'est un ami depuis l'époque d'étudiant. Mais il est retourné pour continuer. Voilà, il habite à Kimpese. Donc j'ai dit je pars à Kimpese et après on verra. Et n'oubliez pas, tout le monde connaît le nom de Boma, Matadi. Ce sont des noms avec une légende un peu ici. Hein, le premier capital, le grand, et beaucoup des histoires. Donc, avec les je crois aussi c'est le plus facile hein, pour arriver jusqu'au monde. Pour voyager au Congo, par exemple. Hein. Lui, la route de Kikwit, c'était déjà bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà. J'ai fait mais écoute, maintenant, ça fait même plaisir. Ils ont commencé avec une tour du Congo. Et c'est exact de Matadi jusqu'à Kikwit, je crois. Ah, Matadi, Kikwit. Parce que c'est le plus facile. Les goudrons est bon. Après, Matadi, ça commence à diminuer. Et entre Boma et Mwanda, c'est quand même encore une sentier. Je repose la question par rapport à la nourriture, à la bière éteinte. Kuna olia kinini, na bandundu, olé nini, na bazaïr, olé kinini, na Kinshasa, tu as mangé quoi? Donc, mais c'est pas le Colandayo, on te suit, essaie d'expliquer qu'est-ce que tu as mangé au Congo. Parce que bisous, awa toulière, bah, frites. Moi, je mange des frites ici. Frites, j'essaie des durum ici. Et toi, au Congo, tu as mangé quoi? Olé, bah, frites? Non, ça, j'ai pas trouvé. Sauf à Kinshasa, quelques restaurants. Mais, des patates douces, par exemple. Kwanga, Taba, Makemba. Olé, Taba, là, Obeti, bien, Taba. Papa, un allié malam ou mengi, hein. Ça. Ils ont battu, ça, bozo, kabinoko, et roule la kid, penza, avec l'état, penza, à l'état, pour ça, l'argot, tu comprends? Oui, lioso, soso, même des chenilles. Moi, par exemple, moi, j'étais complètement dépendant des villageois. Hein, parce que de temps en temps, entre deux grandes villes, il peut être quelques mille kilomètres hein, en Afrique. Donc, et avec le vélo, tu peux pas acheter une remorque hein, avec tous les provisions et de nourriture. Donc non, tu manges qu'est-ce que les gens ont donné. Donc dans les villages, qu'est-ce qu'ils mangent là? Des choses comme ça. Merci beaucoup, je reviens ici, c'est très intéressant. Eza Sengo Penza, Eza Sengo. Ik ben heel blij met de twee meneer, twee mensen. Je suis très content d'être avec ces deux messieurs. Question. Les enfants sorciers, c'est quoi? Essayez un peu d'expliquer pour tous ceux qui nous regardent. C'est quoi, c'est arrivé comment un enfant sorcier? Selon tes recherches. Au début, pour moi, c'était aussi un sujet méconnu. Je connaissais le Ndoki, la sorcellerie. Moana Ndoki. Je connais la Ndoki des livres de mon enfance et tout ça. Mais je ne savais pas que c'était une réalité triste au Congo et dans l'est de l'Afrique. Alors les enfants sorciers sont les enfants qu'on croit qu'ils ont des pouvoirs magiques qui donnent le mauvais sort à la famille. Mais plutôt, les problèmes sont beaucoup plus graves que... Ah non, je m'explique, je dois structurer mieux. Les problèmes sont beaucoup plus grands que seulement l'idée du mauvais sort, parce que il y a beaucoup de maladies au Congo. Les gens connaissent le faim. Quand les gens souffrent, quand il y a la maladie, on dit que c'est l'enfant. C'est l'enfant qui en voûte. Responsable. Et c'est souvent que l'enfant est responsable parce qu'aussi
l'enfant joue un rôle très différent dans la société congolaise que l'enfant fait ici, en Europe. Moi, j'ai vu dans mon exposition, c'est plutôt, par exemple, le grand problème des nouveaux mariages. Alors que les hommes n'acceptent pas toujours les enfants de la femme et que les enfants du père, dans un nouveau mariage, sont plus acceptés par la femme dans un nouveau mariage. Et ces enfants-là, de temps en temps, ils sont jetés dans la rue parce que... des sorciers. Oui, ils sont traités pour être des enfants sorciers. Ou peut-être, par exemple, s'il y a un mort dans la famille qui a vraiment pas vraiment des explications, toujours la souffrance qui est, disons, dans la zone grise. Mais tu as trouvé... On n'a pas vraiment une raison. On va chercher souvent l'explication dans la magie, et les enfants sont souvent... comme ce sont des êtres faibles, oui. En néerlandais, kwetsbaar. Ils ont souvent de schuld. Ils sont souvent coupables de ce qui se passe. Merci beaucoup, on vous suit vraiment. Mais on va revenir... Quelles sont les pistes qui ont été données là? On va revenir sur ça, les pistes des solutions que tu as quand tu as fait des recherches et que les enfants sont aussi là, c'est dans la capitale, à l'intérieur ou comment? On va revenir. Mais si maintenant, à deux, ça tout le monde avait l'église. L'église. Bah, Congolais, bah, prier à il y a beaucoup d'églises, les Congolais aiment prier. Tant Congo, quand vous étiez au Congo, est-ce que vous avez eu le temps d'entrer dans les églises, de visiter les églises? Attends, la poteau ici en Europe, est-ce que vous avez le temps de fréquenter les églises, voir pourquoi les Congolais prient beaucoup? Parce que si vous parlez lingala, vous serez aussi obligé un jour de prier parce que le lingala, c'est comme si le lingala ça marche avec la prière. Moi j'ai déjà passé quelques nuits à Nkamba. Nkamba? Oui, le Vatican de Kimbanguiste. C'est Kimbanguiste, oui. Et j'ai trouvé un endroit très spirituel et qui donne d'inspiration aussi. Moi-même, personnellement, je ne suis pas croyante. Donc, ça m'intéresse pour voir l'intensité et aussi une bonne messe avec beaucoup de gospel, je peux apprécier. Et je trouve qu'il y a une énergie, il y a une vibration, et les gens ils ont un sentiment d'être une commune. Je trouve belle. Et je ne dis pas que c'est quelque chose, c'est pas toujours mauvais. Il y a beaucoup de bonnes choses aussi, oui, des bonnes choses. Mais il y a aussi des églises qui ont une réputation, qui sont là pour faire le commerce aussi. Et de temps en temps, c'est difficile de juger c'est quel genre d'église, tu vois. Mais généralement, l'homme blanc aime des recherches. Quand vous êtes là, est-ce que vous avez eu le temps, maintenant que vous parlez lingala, ou vous comprenez aussi le lingala? Je vois que vous comprenez plus que parler. Donc c'est déjà bon. Vous pouvez vous-même écouter les chants, comprendre un peu. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter maintenant les églises des réveils, les églises là? Parce que tu parles de Kamba, les protestants, les catholiques, mais les autres là, oui. Les églises. Bah, j'ai déjà assisté à quelques cérémonies quand je suis à Kin parce que ça m'intéresse et je trouve même amusant pour être là. Ça me donne un bon sentiment de toi-même quand tout le monde bouge, tout le monde danse, vous êtes ensemble. À ce niveau, j'ai pas de problème. Mais la religion, c'est une chose privée. Chacun doit considérer de quoi. Mais tu es comme tout, la majorité des Belges sont des, on dit matérialistes ou pas spirituels. Je suis baptisé catholique. Mais la dernière fois que tu es allé à la messe, c'est quand? La dernière fois que j'étais à la messe C'était un Kamba. Un Kamba, oui, à 5h matin. Non, en juillet l'année passée. L'église catholique, c'est derrière ici. Écoute, j'ai fait la procédure pour être débaptisé. Donc j'écris une lettre avec ma motivation. Pour être débaptisé? Oui. Parce que j'ai rien contre les valeurs de Jésus-Christ. Hein. J'aime les valeurs et la morale. Mais je crois
les instituts. Je n'ai pas confiance aux instituts, tu vois. Mais venez aux églises des réveils, il y a l'église des réveils. Ce qu'on comprend que tu as écrit une lettre à une église catholique, au Longo Nayo, au Boy Nayo. Je vais te dire. Bozolanda, il y a une église catholique Mukanda, donc être débaptisé. Donc, je vais te raconter un petit secret. Ça doit rester entre nous. Je suis même plus animiste que chrétien, traditionnel. Bali Kolandayo, pasteur Bali Kolandayo, frère Bali Kolandayo, bien va botter à bateau moindo. Quand tu ne prêches que des Africains. Votre frère Yeroun est là, il a aussi besoin d'écouter la parole. Si vous l'abordez, même à Lingala, il peut vous écouter. Je reviens ici, mon frère, c'est très intéressant parce qu'il y a à Bruxelles, il y a beaucoup de prédicateurs. Quand ils voient un blanc, ils passent outre, ils voient un Africain, il l'invite à l'église. Or, notre bien-aimé ici, on peut aussi l'inviter à l'église, venir juste écouter, voir comment vous priez. C'est possible. Oui, bien sûr. Je reviens ici pour... Comment ça peut... Quelles sont les solutions pour les enfants sorciers, selon vous? Les solutions... D'après vos recherches. Alors, pour moi, c'est encore un peu difficile à dire parce que je suis au début de ma recherche. Cette exposition que j'ai ici, c'est le début d'un projet plus grand avec les jeunes congolais. Je vais vraiment continuer ce travail avec les jeunes congolais pour faire l'émancipation. Mais des solutions, oui. Ce sont des enfants qui sont souvent dans la rue, qui survivent avec faire les chaussures chic des sapeurs, par exemple. Font des œufs pour manger avec un peu de poivre et du sel, qui vivent de ça et qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue. Et je trouve que, par exemple, moi, comme individu, je trouve que les œuvres de charité, ils ont leur place pour aider les enfants sorciers qui sont dans la rue, mais le gouvernement a aussi une responsabilité pour s'occuper de ces enfants sorciers et pour avoir des orphelinats avec des assistants sociaux qui puissent leur aider à se réintégrer dans la société. Pour des enfants, se réintégrer dans la société, c'est d'abord renouer le lien avec la famille. Après, si ça marche, ils peuvent sortir de l'orphelinat, mais si c'est plus possible, s'ils sont obligés à rester dans l'orphelinat, il faut le réintégrer par l'école, pour eux, pour aller à l'école, pour leur donner des opportunités dans la vie, des opportunités dans l'enseignement, parce que l'enseignement, ça c'est pour moi ça doit être c'est la première obligation d'un État de donner de l'enseignement à ses élèves. Maintenant au Congo, il y a peut-être 60% des jeunes qui n'ont pas de boulot. L'éducation n'est pas adaptée peut-être au marché du travail, il n'y a pas d'emploi, mais quand même de former ces gens, de leur donner une pensée critique et une réflexion possible, ça va leur donner la confiance en eux-mêmes de sortir de cette idée qu'ils sont des enfants sorciers, parce qu'ils sont vraiment stigmatisés par cette idée-là des enfants sorciers. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que ça a été un plaisir pour nous,
pour nous d'être vraiment avec nos deux compatriotes. Nous sommes ici à Bruxelles. On va peut-être approfondir encore ces débats-là. Nous, on a grandi aussi au pays. Si je peux vous parler un peu, on a grandi au Congo. On est venu en Europe, bien qu'on était des jeunes en Europe, mais nos 18 ans, on les a passés aussi au Congo. À notre époque, il n'y avait pas des enfants sorciers, le pays marchait bien, c'est l'État qui s'en occupait. Peut-être après, avec des guerres, des troubles, la situation a détérioré. Mais... Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de mamans solitaires avec des enfants, même à jeune âge, et c'est possible pour ça. Tu vois, je crois. C'est mieux d'être moins exigeant avec la dot que les jeunes peuvent commencer leur futur et rester en famille. C'est toujours, je crois... Ça, c'est tout l'impression, mais je ne pense pas qu'au pays, il y a... Dans nos villages, ça se passe calmement, sans problème. Les problèmes intérieurs. Oui, mais ça, c'est une chose de grandes villes, je crois. Hein? Parce que dans les villages, il y a un système de sécurité sociale. Tout le monde se fait de tout le monde, hein? Tout le monde et tout le monde. Et je crois que cette structure familiale dans une grande ville, c'est un peu devenu plus fragile. Qu'au village. Je ne crois pas qu'on trouve des shaggy dans les villages. Hein? C'est quelque chose que c'est typiquement pour des grandes villes. Par rapport à la nourriture du Congo, qu'est-ce que tu aimes? Un fumba. Au moins, le est à Bazaïr. Toi, tu dis Bazaïr. Le sauce fumba, et ça, c'est mon plat préféré. Avec. Moi, je prépare le kwanga. Mon ami ici, il préfère le foufou. Mais lui, il est toi, tu es du Katanga. Katanga, Lubumbashi. Katanga, oui. Parce que toi, tu es passé par Lubumbashi. Ouais. Et là-bas, tu mangeais quoi? Nous, je me rappelle bien qu'on était une fois invité chez une dame, une amie d'un copain qui travaillait là pour le barreau, et elle avait fait un dîner avec toutes les spécialités de la région. J'ai déjà oublié les noms, mais il y avait le poisson, la tilapia. J'aime bien beaucoup la tilapia. J'ai mangé le foufou. Il y avait même des saucisses. Je ne sais pas si c'est très typique, mais il y avait des saucisses et c'était très bon. On a aussi bien aimé le spaghetti dans les restaurants belges qui a été fait. On a un peu mangé de tout, oui. Merci beaucoup. Le plat préféré, c'est l'iboki. Avec des feuilles et un poisson dedans. De quoi? D'imbécile. Piquant, hein, avec beaucoup de piment. Avec pépil. Et j'aime aussi un bika. Mbika, c'est ok, avec pépil et mbika. Ça, ce sont les deux préférés. Ah, ça. Et le meilleur kwanga, il vient de Kimpese. Ah, kwanga ya Kimpese, kaka. Oh là 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 là. Il est très bien. Et on a bien alingi kwanga ya Kimpese, mais kwanga ya matongi la Bruxelles, ou l'ingénieur. Ah non, c'est trop bien. Hein. Quand ça arrive ici, ça change. Ça change, oui. On doit chauffer ça avec un magnétron et c'est pas le même, non, jamais. Pas le même. Les mêmes goûts, tu trouves pas ici en Bruxelles parce que ça doit voyager, c'était congelé. Là, les produits sont frais. Et les mamans ont le temps de préparer ça avec beaucoup de l'amour et tout ça. Ici, tout le monde connaît la vie occidentale, c'est avec beaucoup plus de stress. Et voilà, il ne faut pas prendre le temps que de temps en temps la nourriture a besoin. Le meilleur goût, tu trouves ça au pays même. Donc, on ne peut pas te tromper. Je me rappelle de quelque chose qu'on a été voir un match entre TP Mazembe et Lupopo. C'était à Kamalondo et là
On a mangé plusieurs fois le michopo de Kamalondo et on dit que c'est le meilleur de tout le Congo. Et le michopo, c'est les chèvres, mais c'est en swahili, oui. Et c'était vraiment quelque chose de délicieux. On a vraiment beaucoup mangé. Ça, c'était dans un papier de journaux. Oui, oui. Et c'était vraiment très, très bon. On dit vraiment plus de tous les Congos, parce qu'à Kin aussi, il y a des très bons. Quand tu as mangé le tabac de Kin à Jakarta. Jakarta, il y a le malinier là, à Matangue. Il y a bien sûr le bon marché, tout le monde connaît ça. Ce sont des... aussi, place commerciale, il y a quelqu'un qui prépare très bien le tabac grillé. Oui. Et le sauce au grillé, c'est bon aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Mais pour terminer, on peut maintenant parler de la relation entre communautés ici en Belgique. De Congolais et la communauté. Mais quand je prends la communauté flamande, ça c'est le centre culturel flamand qui est très fréquenté par les Congolais. Les Congolais de Belgique viennent souvent ici. Mais au Congo, je crois, on vous a donné un don pour bâtir. Le gouvernement flamand, je crois, a donné un don pour qu'on puisse faire quelque chose, la même chose au Congo. L'argent est déjà venu, c'est bon. Et puis après, on parle Belgique. D'abord, c'est une idée qui a lancé quelques temps passés d'ouvrir un centre culturel flamand à Kinshasa. Mais nous sommes à la fin d'une législature. Ça veut dire, au mois de mai, il y a des élections à chaque niveau ici en Belgique. Et Motolanga, je crois, vous connaissez la politique un peu. Motolanga, si avant l'élection, la matata, ça c'est des menteurs, bah, ça avant, mais après ça. Oui, donc, un ministre, un politicien, il veut récupérer les initiatives qu'il a prises. Donc, quand un ministre démarre maintenant, il ne va jamais avoir l'honneur d'ouvrir le centre là. Et n'oublie pas, nous avons perdu le temps aussi à cause de crise économique. Et tous les gouvernements ici en Belgique étaient en train d'économiser. Donc, il n'y a pas de budget. Maintenant, nous, on doit être prêts avec notre texte, avec notre plateforme et tout ça, avant les élections. Comme ça, on peut fournir chaque parti politique. Et quand le nouveau gouvernement flamand est formé, on peut introduire les propositions. Et c'est bien sûr le nouveau gouvernement flamand qui va décider. Merci beaucoup. Maintenant, on parle de la relation, on va terminer par ici, relation entre la communauté congolaise de Belgique et les Flamands. Mais on dit que souvent, c'est pas flamand, c'est compliqué, c'est difficile. Les Flamands sont compliqués, sont difficiles par rapport aux Congolais ou comment. Qu'est-ce qu'il y a entre les Flamands et les Congolais? Ça marche? C'est comment? Bon, ça dépend toujours de la personne. Hein. Mais c'est bien quand on est déjà, si on connaît les deux côtés. Si par exemple le Congolais a vécu au Congo et il habite maintenant ici, ou que le Flamand a habité ici et qu'il a été au Congo, ça aide beaucoup à faire les premiers liens entre les deux et ça fonctionne bien parce qu'on a toujours quelque chose pour en parler. Et comme ça, on fait des petits réseaux, des gens commencent à se connaître. La culture est quand même un peu différente. Par exemple, moi je vois beaucoup que nous sommes très ponctuels. Ponctuel. Sur 10 heures, c'est 10 heures. 11 heures, c'est 11 heures. Et le Congolais? Pour les Congolais, c'est souvent un peu plus difficile, c'est un peu plus flexible. C'est un stéréotype. Je suis en train de généraliser, mais de temps en temps, on voit quand même ça. Mais ça, c'est pas unique aux Congolais. Aux Congolais peut-être, mais il y a aussi des Flamands qui sont comme ça. Mais comme moi, je vois un peu dans tous mes amis et tout ça, les Flamands
qui ont beaucoup de relations avec les gens du Sud, par exemple avec les Congolais ou avec des Brésiliens. Ils s'adaptent et leur identité fait une sorte d'union avec l'identité dans l'autre pays. Si on vous invitait dans une église congolaise à 10 heures, vous allez arriver à quelle heure? On vous dit l'église commence à 10 heures. Toi, tu vas arriver à quelle heure? Mais moi, je me lève très difficile tôt parce que je travaille souvent la soirée pour faire des photos. Je sais, mais si l'invitation est à... Bon, ou c'est à 16 heures. L'invitation à 16 heures. Toi, tu vas arriver à 16 heures ou après 16 heures? 15 minutes avant. Tu viens 15 minutes avant. Bozo Gabriel Moko, il vient 15 minutes avant. Et vous, ici, si on vous invite dans une église congolaise à 10 heures ou à midi, ou à... T'arrives à quelle heure? Oui, quand je sais c'est une église africaine congolaise, j'arrive à 11h, 11h30. Tu viens 1h30 après? Oui, même plus, quand je sais c'est une invitation d'une église de ma village de naissance, où il y a seulement des blancs, j'arrive à l'heure. Parce que je sais c'est pas si important. Je peux arriver 1 heure et demie plus tard, et c'est possible que je suis encore le premier. Donc tu arrives 1 heure après, mais tu es le premier. Toi, corrigé que toi-même. Je tiens compte avec le fait que je ne dois pas être là à l'heure, c'est pas si important. Je peux parfaitement arriver 1 heure. Quand j'ai essayé de venir avant, tu viens, tu es seul. Oui, je m'adapte maintenant, je suis adapté. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. On peut corriger cela, on peut corriger, faire comme les micros du pasteur Bobo. Nous, on est ponctuel, toujours à l'heure. Si le rendez-vous est à 10 heures, nous, on arrive 30 minutes plus tôt. Mais par rapport à la relation, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec toi à 15 heures, je suis arrivé à l'heure. Tu es surpris? Non, bah, écoute, ce sont des clichés, mais les gens... Tu m'avais dit, Bobo, écrit dans ton agenda, tu n'étais pas sûr? Bah, tu n'es jamais sûr, hein, dans la vie. Mais je crois, on peut pas exagérer. Hein. Les gens qui travaillent ici, qui ont des boulots, ils sont habitués d'être à l'heure. Je connais un ami de moi, c'est un homme de business, il fait le grand import-export entre Kin, Congo et Belgique. Et il m'a dit, écoute Jeroen, à l'époque, le seul endroit que j'étais à l'heure, c'était les boîtes de nuit, parce qu'avant minuit, l'entrée était gratuite. Hein? C'était le seul endroit. Maintenant, c'est mon enfant de 11 ans qui dit à moi, hé papa, il faut partir ou vous êtes de nouveau en retard? Tu vois, mais il a grandi ici, il est né ici, donc c'est une génération. Tu vois, et même aussi au pays, j'ai les croyances, ça va s'arranger. Merci beaucoup. Mais par rapport à la relation des Congolais et la communauté flamande de Belgique, ça va ou des blocages? Les Congolais disent que c'est le flamand, la langue flamande qui les bloque, mais on vous voit, vous, apprendre le lingala. Qu'est-ce que tu peux dire? Eux aussi peuvent apprendre le néerlandais? Oui, bien sûr. Hein. Par exemple, ici au centre, on donne des cours de néerlandais. Ici aussi. Oui. Des cours de néerlandais et de lingala. Et swahili. Est-ce que les Congolais viennent suivre les cours de néerlandais? Oui, il y en a quelques. Ça va. Combien? Bah, je ne sais pas comme ça. On travaille avec donc il y a des expatriés qui travaillent pour la Commission européenne. Ils sont intéressés aussi à apprendre le néerlandais. Et même dans les cours de Swahili, il y a aussi pas mal de gens qui travaillent pour les institutions européennes qui sont intéressés dans cette langue grande langue. Hein, c'est une des plus grandes langues africaines, je crois, le Swahili. Votre mot de la fin, on aura encore le temps d'en parler, de discuter encore. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo qui est très suivi partout à travers le monde, très apprécié. Nous diversifions. Ce n'est pas uniquement pour les Africains. Nous ouvrons aussi des portes, car, comme a dit Jeroen, ce sont des portes qui s'ouvrent pour différentes communautés. De plus en plus d'Européens apprennent le lingala. Nos émissions, ça se passe aussi, des fois en lingala, des fois en néerlandais, des fois en anglais aussi. On essaie aussi, donc c'est bon. Votre mot de la fin? J'espère que je puisse encore retourner beaucoup de fois au Congo pour connaître mieux la culture là-bas et que je peux, ici en Belgique,
comme un peu l'ambassadeur de la culture flamande et la culture belge, recevoir les Congolais et qu'ils apprécient notre culture aussi. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je vois des photos ici. Si tu vas à Stombeck-Bever, au centre culturel de Bergen, là-bas, ils ont pris des photos, ils ont sélectionné beaucoup de personnes. J'ai été parmi les gens qui ont été sélectionnés. Et si tu entres là-bas, tu vois ma photo au centre culturel de Stombeck-Bever. C'est quand même, c'est extraordinaire, non? Oui, c'est vraiment, oui. Une photo prise par un professionnel. Ouais. Comme vous. Et votre mot de la fin? Oui, moi, j'ai un message d'amitié. J'aimerais que les liens historiques entre les peuples congolais et les peuples belges et chaque communauté ici, et parce qu'il y a aussi beaucoup de communautés au Congo, que ces liens, on doit garder ça, ces liens d'amitié, hein, dans un esprit de fraternité et d'égalité, bien sûr, parce que il y a beaucoup de Congolais qui appellent les Belges des oncles. Mais je crois nous sommes devenus des cousins. Hein. C'est mieux de même... Ici à Bruxelles, nos cousins sont des Marocains. On dit ça? On dit oui, quand les Congolais voient un Marocain, on dit cousin. Et vous, c'est les oncles. Et les oncles veulent devenir des cousins. Merci. On est presque à la fin. Ça a été un plaisir. Prochainement, on va faire l'émission en Lingala. On vous donne le temps encore d'apprendre le Lingala. Et après une émission en Lingala, on va faire une émission en néerlandais, destinée au public néerlandophone. Et pourquoi vous pouvez toujours assister à un cours Lingala? Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne et tu vas les blocs et apprends. Oui, j'ai déjà parlé avec l'aide des professeurs de cours ici, dont je viendrai dans un cours avec ma caméra, une émission, soit juste voir et après je vais parler avec le professeur, voir au moins comment ça se passe. Ça sera bon. Donc je rappelle que ici c'est le centre culturel flamand de Bruxelles. Merci, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci, bye. Tout le monde dans la mbote la bilo, bambote bile. Ça c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur.bobo.tv.